se poser une question que beaucoup d'épargnants se posent pour leur assurance vie. Est-ce qu'il vaut mieux choisir la gestion pilotée, celle que la banque propose souvent, ou bien se lancer en gestion libre et choisir ses propres ETF? Exactement. Parce qu'on entend souvent dire que la gestion pilotée, c'est simple, c'est la tranquillité, mais est-ce que c'est vraiment si avantageux sur le long terme? C'est ça qu'on va essayer de décrypter. Oui, l'idée c'est de voir un peu les mécanismes, les coûts cachés peut-être, et ce que ça implique vraiment pour l'épargne, que ce soit en France ou même avec des exemples qu'on a vus en Allemagne. Tout à fait. Comprendre pour mieux choisir, en gros. Alors justement, beaucoup de gens, moi le premier peut-être, on a une assurance vie à la banque, souvent mise en gestion pilotée un peu par défaut. On nous dit, c'est simple, on s'occupe de tout. C'est ça. Mais est-ce que cette simplicité, elle n'a pas un coût caché? Est-ce qu'il n'y a pas des frais qui viennent grignoter la performance sans qu'on s'en aperçoive vraiment? C'est souvent là que le bas blesse. Alors, pour être clair, la gestion pilotée au sous-mandat, ça veut dire que tu donnes les clés à des professionnels. Ils investissent pour toi selon un profil de risque défini, prudent, équilibré, dynamique, ce genre de choses. D'accord. La gestion libre, à l'inverse, c'est toi le pilote. C'est toi qui choisis tes ETF, qui décides quand acheter, quand vendre, à l'intérieur de ton contrat d'assurance vie. Donc en gros, c'est contrôle versus commodité. C'est exactement ça. Mais la commodité, elle est rarement gratuite. Et c'est là qu'on en vient aux frais. Justement, parlons-en de ces frais en gestion pilotée. On dit qu'ils peuvent s'accumuler, ça représente quoi concrètement? Entre 0,5% et 1% par an. Mhm. Ensuite, tu rajoutes les frais spécifiques pour le service de gestion pilotée. Ça peut être 0,5, parfois même 1% de plus chaque année. Ah oui. Et ce n'est pas fini. Il faut encore ajouter les frais internes et des supports d'investissement, les ETF ou les fonds choisis par le gérant. Disons 0,15%, 0,3%, voire plus selon les fonds. Donc si on additionne tout ça, Ben voilà, on peut facilement arriver à 1,5%, voire 2% de frais annuels au total. 2% par an, ça peut paraître pas énorme comme ça, mais sur 20 ou 30 ans d'épargne, C'est considérable, c'est là que l'effet boule de neige joue, mais à l'envers. En gestion libre, typiquement, tu vas payer les frais de ton contrat, plus les frais des ETF que tu as choisis toi-même, qui sont souvent très bas. Tu peux rester sous 1% par an au total, facilement. donc une différence de disons 1% par an. Oui, et ce 1% annuel en moins, grâce aux intérêts composés qui ne sont pas mangés par les frais, ça fait une différence énorme sur le capital final. Sur 30 ans, ce 1% de frais en plus peut réduire ton capital potentiel de quasiment 25 à 30%. C'est énorme. C'est fou. Un quart ou un tiers de l'épargne potentielle qui disparaît en frais. C'est ça, chaque euro de frais, c'est un euro qui ne travaille plus pour toi. Et les fameux robots advisors dont on entend parler, ils se situent où là-dedans? Alors, les robots advisors, ils te proposent aussi une gestion pilotée, souvent basée sur des algorithmes. C'est généralement moins cher et plus transparent que les banques traditionnelles, c'est vrai, D'accord. mais ça reste une gestion déléguée, donc avec des frais de pilotage qui s'ajoutent, et c'est quand même en général plus cher qu'une gestion libre bien menée soi-même avec des ETF à bas coût. Ok. Pour que ce soit plus parlant, on a deux histoires, deux parcours contrastés tirés d'exemples en Allemagne. Commençons par Gaëlle. Oui, Gaël. Elle a 25 ans, elle est à Berlin. Sa banque lui propose un produit retraite piloté. Mais elle est méfiante, elle regarde les frais, elle trouve ça élevé. Mhm. Du coup, elle refuse. Elle décide de faire elle-même, en gestion libre. Elle ouvre un compte chez un courtier en ligne et met en place un Sparplan. C'est un plan d'investissement programmé, quoi. 250 € par mois sur un ETF MSCI World. Frais très bas, 0,2%. Et elle s'y tient. Voilà, elle automatise tout, elle ne touche plus à rien, elle ignore le bruit des marchés, et à 48 ans, eh bien, sa discipline et ses faibles coûts lui ont permis de se constituer un capital vraiment significatif. Elle a atteint une certaine liberté financière. Une belle histoire qui montre la puissance de la discipline et des frais bas. Et à l'opposé, on a l'histoire d'Alain. Lui aussi est en Allemagne. À 24 ans, il signe un produit retraite que lui propose sa banque, une Rentenversicherung. Un contrat classique là-bas, mais souvent réputé pour être, comment dire? Chargé en frais et assez opaque, oui. C'est ça, il fait confiance, il ne regarde pas trop les relevés, c'est compliqué. Il laisse faire. Il délègue passivement, en somme. Exactement. Et là, le réveil est douloureux. À 59 ans, il regarde enfin les chiffres. Rendement moyen, 1,3% par an sur plus de 30 ans. Autant dire mangé par l'inflation. Complètement. Et par les frais cachés. Son capital réel a fondu, la rente qu'on lui propose est dérisoire, genre 370 € par mois. Il réalise bien trop tard le coût de cette délégation passive et du manque de transparence. Ces deux exemples sont vraiment frappants. Gail, c'est le potentiel de la gestion libre. Oui, ça demande un petit effort d'apprendre, d'être discipliné, mais les coûts bas maximisent le rendement.
Alain, c'est le risque de la gestion pilotée si on ne fait pas attention. La facilité apparente peut coûter extrêmement cher au final. Et il y a une petite différence entre la France et l'Allemagne, non? Sur les produits utilisés. Oui. En France, on a l'assurance vie avec sa fiscalité avantageuse après 8 ans, qui est un bon cadre pour la gestion libre d'ETF. En Allemagne, les sparplan sur ETF sont très populaires et directs. Les vieilles Rentenversicherung, comme celle d'Alain, sont souvent moins intéressantes. Mais dans tous les cas, la leçon est la même. La vigilance sur les frais est cruciale. Et pour ça, il faut regarder un document en particulier. Oui, le DIC, le document d'information clé. Il est obligatoire et doit lister tous les frais. C'est la première chose à éplucher avant de signer quoi que ce soit. Donc au final, le choix entre piloter et libre, c'est vraiment un arbitrage personnel. Est-ce qu'on est prêt à mettre un peu les mains dedans pour potentiellement gagner beaucoup plus, ou est-ce qu'on préfère la simplicité, même si ça coûte plus cher? C'est exactement ça. La gestion pilotée peut être OK pour démarrer si on n'a vraiment pas le temps ou l'envie de s'y intéresser, mais il faut être conscient des frais. La gestion libre, avec un minimum d'apprentissage au début, c'est clairement la voie qui maximise le potentiel de rendement sur le long terme, grâce aux frais réduits. L'important, c'est de choisir en connaissance de cause, après avoir bien comparé. Tout à fait. Et on rappelle bien sûr que tout ce qu'on dit ici, c'est à but éducatif. Ça ne remplace pas un conseil en investissement personnalisé, adapté à la situation de chacun. Bien sûr. Alors pour conclure, que ce soit piloté ou libre, l'essentiel c'est de comprendre où va son argent et combien ça coûte. La simplicité a un prix, l'autonomie demande un effort initial, mais peut payer bien plus. C'est une bonne synthèse. Et peut-être une dernière réflexion là. Au-delà de la méthode, les histoires de Gaël et Alain, elles nous rappellent surtout une chose fondamentale, non? L'importance de commencer tôt, de comprendre ce qu'on fait avec son argent et l'impact dévastateur des frais s'ils sont trop élevés. La vraie question finalement, c'est peut-être pas juste piloter ou libre, hein, mais plutôt, est-ce que je prends activement mon avenir financier en main ou est-ce que je croise les doigts en espérant que ça se passe bien?